à un autre épisode de Vous avez dit BD, un balado qui se consacre exclusivement au 9e art québécois. Mon nom est Jean-Dominique Leduc à l'animation. Toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute et de vous accueillir. Comme à chaque épisode, je le dis toujours, au risque de me répéter, je reçois toujours des invités de marque. Et là, je vous dirais que on ne parle plus de marque, on parle de sommet. Parce que j'ai à l'autre bout du micro, nul autre que Michel Rabagliati. Michel, salut. Salut, bonjour à tous. Ça va bien, Michel? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir, j'adore ça, les interviews. Alors, on aura une bonne heure devant nous pour discuter, pour jaser. Oui. Tout d'abord, je présente toujours mes invités. Présenter Michel Rabagliati, c'est déjà prendre une demi-heure de micro. Oui, c'est vrai, il y a pas mal de bébés. Alors, je te dis, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que Michel Rabagliati, c'est l'auteur de plusieurs premières dans l'univers du 9e art québécois. C'est notamment le premier auteur qui a vu un de ses albums adapté au cinéma. Oui, c'est vrai. Paul à Québec. Paul à Québec. Également, premier livre audio, Paul dans le Nord. Mm-hmm. Tu es le premier auteur québécois à avoir remporté un prix à Angoulême, le prix du public en 2010. Tout à fait. Et évidemment, tu es intimement lié, Michel, et ton œuvre également, au renouveau de la bande dessinée québécoise. Et je m'explique, c'est-à-dire que lorsque les éditions de la Pastèque en 1998 ont débuté leurs activités, tu as rapidement été un de leurs premiers auteurs à leur catalogue. Oui. Et cette effervescence du 9e art, ce retour, cette réinvention, ben tu es intimement lié parce que Paul a connu un succès dès le départ. Oui, ben ça, en fait, si j'avais pas persévéré, ça aurait peut-être été un album isolé, puis ça aurait été un autre qui, je sais pas trop comment ça se serait passé, mais ça donne que moi, je rêvais d'en faire quand j'étais enfant. La Pastèque m'a donné l'occasion de. On a fait un essai, j'ai aimé ça en faire, parce que, tu sais, je veux dire, personne peut te pousser dans le dos pour faire ça, c'est tellement long et laborieux. J'ai aimé faire la première bande dessinée, Paul à la campagne. Après ça, j'ai fait, bon, j'en fais un autre. On continue. Fait que j'ai fait Paul un travail d'été. Bon, la suite est connue, là. Ils sont tous enchaînés un en arrière de l'autre. Puis évidemment, j'ai laissé aller mes clients parce que j'étais illustrateur magazine, hein, faut dire, là, oui. avant, là. Tu sais, il y a personne qui commence, genre, qui sort du secondaire 5, qui fait de la BD. Tout le monde fait autre chose, illustration, graphisme, etc. Donc c'est ça. J'avais d'abord fait une carrière en typographie, graphisme, et illustration, puis ensuite bande dessinée, c'est de même que ça s'est passé. Mais tes premières armes dans la bande dessinée, il faut remonter à la fin des années 80, là. Oui, parce que j'ai fait quelques essais, là, tu sais, évidemment, quand j'étais enfant, je voulais faire ça, moi, tu sais, c'était comme, moi, je m'en allais travailler pour Spirou, là, c'était sûr, là, tu sais, j'étais tellement mordu, j'en lisais, j'étais totalement, c'est ça que je voulais faire comme métier, tu sais. Puis, ça, je l'ai déjà raconté souvent, mais tu sais, ça s'est un peu dégonflé, pas de possibilité d'édition ici, tout ça, je voyais pas, c'est un métier qui existait pas, je voyais pas personne qui en faisait, mon père, il connaissait pas personne qui en faisait non plus, on m'a encouragé vers le graphisme, puis tout ça, puis j'ai fait une carrière là-dedans, j'ai un peu oublié la bande dessinée, tu sais, mais je suivais quand même qu'est-ce qui se passait dans les magazines, tu sais, dans Fluide, dans Pilote, tout ça, ça m'intéressait grandement, tu sais, puis là, en plus, quand Crow a sorti en 79, voilà, j'ai fait comme, marre d'asti, j'aurais peut-être pu travailler là-dedans, mais là, je sortais de l'école en design, puis moi, j'avais un peu trop, tu sais, j'avais pas vraiment fait beaucoup de bandes dessinées, j'avais quelques planches comme ça que j'avais fait, des planches privées là, que j'avais faites pour moi-même, là, tu sais, juste pour le fun, mais j'avais pas présenté ça à personne. Tu sais. Mais t'as collaboré notamment dans le magazine Anormal, qui était un magazine satellitaire de Crow. Oui, c'est vrai. Moi, je faisais de l'illustration pour les magazines dans celui-là, puis là, il m'appelle, tu sais, je trouvais ça cool. J'ai surtout trouvé ça cool d'aller dans les locaux de Crow, parce que moi, c'était quelque chose que je me disais, qui m'intriguait beaucoup, tu sais, ça m'intriguait beaucoup, ce magazine-là, tu sais, puis je me disais, oh wow, ils sont chanceux, ils font un magazine génial, les collaborateurs sont le fun, tu sais, je trouvais ça très cool, tu sais, puis le niveau était quand même le fun, il y avait de l'humour, il y avait de la BD, j'aurais sans doute aimé ça faire partie de l'aventure. Peut-être que j'étais un peu trop jeune ou trop pissou, tu sais, pour y aller, tu sais. Pourtant, Jean-Paul est de le même âge que moi, puis il est allé, puis il a présenté sa série, puis ça a fonctionné, tu sais. Parce que ça a été un important incubateur de talent ici au Québec. Absolument. Puis après ça, avec la suite, avec Titanic, là, il y a eu d'autres gens aussi qui sont montrés là-dedans.
Et donc, tu as collaboré aussi à Nosferatu, à l'Organe, piloté par Marc Tessier des éditions Trip. Tu vois, dans ce temps-là, je faisais du espèce de du puberbérien. Je me cherchais un peu. Mais c'est une influence. Une influence. Ça en était une influence, oui. Ouais, ça en était une influence. Donc, tu étais un lecteur de Monsieur Jean. Ouais, mais Monsieur Jean surtout, mais tu sais, c'est drôle, Monsieur Jean m'a jamais donné envie de faire de la bande dessinée, mais Journal d'un album m'a donné... Ça, j'ai capoté, là, tu sais, c'est comme, je dis, là, on est vraiment dans un autre monde, là, je les trouvais, là, on était vraiment dans un monde qui était pas fait pour plaire, noir et blanc, personnel, intimiste, puis il parlait d'eux autres, là, pour une première fois, Philippe, puis... comment est-ce qu'il s'appelle? Du puberbérien. En tout cas, Charles. Oui, voilà. Il parlait d'eux autres, tu sais, puis là, j'ai comme, moi, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool comme ton, là. Ce ton-là m'a vraiment donné comme envie de peut-être essayer quelque chose de personnel, moi aussi. C'est donc dire que ce renouveau de la bande dessinée du début des années 90, là, avec l'avènement de l'association, de Cornelius et tout ça. Ouais. Donc, ce matériau-là et cette façon aussi d'aborder l'autobiographie, hein. Ouais. Parce que l'autobiographie en bande dessinée, ça existe depuis longtemps, là. C'est pas quelque chose de récent. Ben, tu sais, j'avais vu quelques affaires passer. Tu sais, Will Eisner, on sentait qu'il y avait de l'autobiographie là-dedans. Crumb. Mouse, Crumb, oui, c'est ça. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est la nouvelle vague. C'est arrivé au début, tu sais, fin 80, il y a des choses qui ont changé, on l'a bien vu, des livres qui sont arrivés. Mouse, évidemment, en fait, la différence. Puis c'est ça, les trucs de l'association, ça a fait une énorme différence. Moi, quand j'ai commencé à lire ça, je disais OK, là on est rendu là, c'est plus pour les enfants, c'est plus nécessairement comique. Puis Drawn and Quarterly à Montréal aussi, avec Chester Brown surtout. Moi, Chester Brown, j'ai adoré ça. Tu sais, je montrais ça à ma blonde. Regarde ce gars-là, comment il travaille, c'est hallucinant. T'sais. On a vraiment mordu Joe, Matt, Seth, tout ça, Maurice Vélécoupe, toute cette gang-là, Julie Doucet aussi, dans le fond que j'ai découvert en anglais plus qu'en français. Fait que tout ça, ça m'a beaucoup comme allumé. J'ai fait comme oh my God, là, si je veux en faire, c'est le temps peut-être, parce que j'aimais l'idée que c'était pas pour les enfants. Pour les jeunes, je me vois, j'ai jamais été bien bon pour travailler pour les jeunes. Tu sais, j'ai jamais fait d'illustration jeunesse, ça m'intéresse pas. Les livres jeunesse m'intéressent pas. Et pourtant, c'est drôle parce que tu le dis toi-même et tu as lu Spirou jeune et Spirou c'est jeunesse. C'était jeunesse là. Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement aujourd'hui avec le recul, je me verrais pas moi faire une série à la semaine chez Spirou là. Je trouverais ça trop stressant et puis trop probablement contraignant là, tu sais, mon personnage fit pas dans un magazine comme Spirou, puis j'aime la liberté que j'ai avec Paul, tu sais, je peux passer 2 ans et demi en vase clos à faire ça de mon bord, personne attend la planche le jeudi après-midi là, tu sais, c'est comme ça que je veux travailler là. Je veux dire, j'ai plus les nerfs et l'énergie pour j'aurais pas les nerfs et l'énergie pour faire une page par semaine dans un hebdomadaire jeunesse là. Parce qu'il y en a des Québécois qui ont réussi à ça très bien se placer. Marc de la Fontaine, Maryse Dubuc, Pascal Colpron, maintenant avec la nouvelle série Mort et déterré, Jocelyn, ils sont très bons là-dedans. Excellent. Moi c'est pas la même affaire, c'est pas le même format, tu sais. Moi, ce qui m'a plu d'abord, justement, dans la nouvelle vague en BD, c'est la forte pagination, les livres longs, tu sais, des trucs comme Blankets, je sais pas trop, moi. Craig Thompson, 400 pages, l'ascension du haut mal, en 6 tomes, tu sais, c'était long, là. Puis là, le mot roman graphique avait sa place. Roman, oui, tu l'as dit, roman, on est dans le roman, là. On est long, on lit ça en 2, 3, 4 soirs, des fois, là. Ça, j'aimais le format long. Pour moi, c'est encore aujourd'hui une BD, ça commence à 80 pages. Là. Donc oui, cette absence de contrainte au niveau du format, toi, ça t'a libéré en quelque sorte. Oui, ça m'a libéré. Jamais j'aurais pas les nerfs pour que quelqu'un m'appelle. Genre, ta planche es-tu prête le mercredi soir? Là, non, c'était le format qui était intéressant pour moi. Et puis l'idée aussi de pouvoir faire ça. Comme j'étais illustrateur magazine, c'était parfait ce format-là parce que c'était un projet tricot que j'appelle entre guillemets. Tu sais, tu pouvais mettre ça dans un tiroir. Quand j'avais plus d'illustrations à faire pour les magazines, je ressortais mon tricot puis je continuais mon tricot. Tu sais, c'est comme une quilt là, c'est comme une courte pointe. Puis ça pouvait prendre 1 an, 2 ans. Quand c'était fini, ben là, la courte pointe, je la sortais. Tu sais, mais personne m'avait rushé pour la faire. Donc le premier Paul à la campagne, t'as débuté ça quand? Est-ce que tu te souviens exactement? J'ai fait ça en 98 comme ça, en 2 contrats d'illustration au bureau. J'avais un bureau sur Saint-Laurent, je me souviens, au Peck Building. Puis j'avais un petit bureau, j'attendais des réponses de clients, tu sais. Je travaillais pour The Chicago Tribune,
tu sais, la presse, l'actualité, des trucs comme ça, tu sais, mais t'en as pas tous les jours des illustrations, puis il y a des périodes que t'as des lousses, tu sais. Fait que, où tu joues de la guitare dans ton bureau. Ça m'a servi, dans le fond, que j'ai un bureau à l'extérieur. Je pense que ça a été bénéfique. En fait, c'est peut-être ça qui était, parce qu'une fois que tu sors de chez vous, puis tu t'en vas dans un local quelque part, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas de job, là, tu sais, là, tu vas pas retourner chez vous tout de suite, là, tu sais. Fait que, je me suis trouvé quelque chose à faire entre deux contrats, puis je me dis, tiens, BD, why not? Fait que là, j'ai commencé par la campagne comme ça, vraiment en improvisant. C'est la seule BD qui a pas eu de scénario ni de synopsis. Je l'ai improvisé. Je me disais, bon, on verra combien de pages ça va avoir. Je vais faire ça bien simple. Je vais parler de mes parents, puis de ma grande-tante, puis de Saint-Sauveur, le chalet, puis tout ça, puis de mon ami Denis. Fait que c'est comme ça que ça a fait 24 pages, puis j'étais bien content. La première édition de Paul, c'est 12 exemplaires photocopiés, reliés spirale. Tu sais, j'ai donné ça à ma famille puis à mes amis pour Noël. C'était ça la première édition. Ah bon? Puis après ça, moi, j'ai oublié ça là, complètement. Je veux dire, je suis retourné à mes illustrations, puis j'ai dit, bon, ben, on continue en illustration, tout ça. Mais ça donne que quelques mois plus tard, c'est ça, je passe sur Saint-Denis, je rentre à la Mouette-Rieuse, à la librairie Mouette-Rieuse, puis là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. J'ai rencontré Martin puis Frédéric. Bro, qui étaient deux libraires à la Mouette-Rieuse, qui lançaient leur première publication. Ils venaient eux autres de s'incorporer comme éditeur La Pastèque. Ils lançaient Spoutnik 1. Puis ils me connaissaient comme illustrateur magazine. Fait que c'est ça. Puis moi, je connaissais aussi la blonde de Frédéric Gauthier, qui est Isabelle Arsenault, qui est une illustratrice aussi. On était à la même agence avec Anna Goodson, les deux. Fait qu'on se connaissait aussi un peu par la bande. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Les autres, ils ont vu ce premier 24 pages-là, ils ont dit, waouh, on s'en va pas mal dans cette direction-là, si ça te tente d'en faire d'autres. Ça te tente, en fait, ils m'ont dit, on peut le publier tel quel. J'ai dit, 24 pages, je trouve ça un peu plate, ça va être broché, tu sais, je voudrais avoir un livre carré. Fait que j'ai rajouté l'autre aventure. L'histoire sur la typographie. Ouais, pas l'apprenti typographe, je l'ai faite pendant l'hiver 99, puis je me souviens, j'ai eu bien du fun à faire cette affaire-là, tu sais, parler des machines, la typographie, mon père, tout ça, j'ai eu bien du plaisir. D'ailleurs, dans Paul à la maison, je parle encore de typographie. Ouais, ben on va y arriver. Je trouve qu'il y a une boucle justement qui est bouclée. Ouais. Fait que c'est ça l'aventure, puis dans le fond, on a commencé comme ça, puis moi donc ça aurait pu s'arrêter là, hein, ça aurait pu s'arrêter à Paul à la campagne, puis that's it, tu sais, c'est pas tout le monde qui est persévérant comme moi non plus. Moi, quand je m'accroche, je suis capable de taper sur le même clou pendant pas mal de temps. Puis il y a aussi quelque chose qui est arrivé d'intéressant, c'est que quand tu es illustrateur, en fait toutes tes illustrations, il y avait une lassitude au niveau de l'illustration magazine, parce que je faisais des trucs, moi, même dans les magazines assez prestigieux, tu sais, ça finissait le temps à poubelle, tu sais, Reader's Digest à poubelle, l'actualité poubelle, la presse à poubelle. Tu sais, tu fais une job, puis 3 jours plus tard, tu vois ta job dans le panier de recyclage. Personne te connaît, puis tu laisses rien, aucune trace presque. Qui se souvient des super bons illustrateurs des années 70, 80, 90? Pas grand monde, tu sais, ça prend des spécialistes qui étaient bons en illustration. Tu sais, on se souvient de qui? OK, Philippe Béat en jeunesse, il y avait qui? Tu sais, c'est des noms qui disparaissent parce que ces gars-là ont fait des trucs extraordinaires, puis ça disparaît dans les poubelles. Tu sais, ça me fatiguait un peu. En plus, comme je travaillais sur ordinateur, tout ce qui me reste aujourd'hui, c'est une pile de 25 DVD. C'est plein d'illustrations à 300 DPI, mais c'est même pas des originaux. Ils sont sur DVD. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Puis la première fois que mon livre a été publié, j'ai fait comme « Wow! » Tu sais, là, il reste quelque chose. Le livre est... Puis je le vois encore. Je vois des premières éditions, des fois, dans les bibliothèques municipales de Lachenay, Simonac, qui ont la première édition de mon livre, tout scrappé. Ça, c'est touchant, là. Tu peux plus reculer. C'est vraiment le fun c'est vraiment le fun comme feeling. Puis, c'est vraiment pas la même appréciation, puis la même récompense, je trouve, au niveau du travail, là. Et c'est fou parce que le premier Paul, on parle d'un tirage de 500 exemplaires. C'est ça, 500. Ouais. Je veux dire, c'est impensable aujourd'hui, un nouveau Paul à 500 exemplaires. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a commencé. Ben, écoute, la Pastèque commençait. Ces gars, ils étaient même pas à temps plein dans leur maison d'édition. Frédéric travaillait dans une agence de publicité. Martin travaillait chez Archambault, je pense. Ouais. Chez Renaud-Bré. Il était acheteur chez Renaud-Bré. Acheteur chez Renaud-Bré. Tu vois, ça a commencé bien lentement. Puis après ça, boum, ça a continué. Moi, je les regardais aussi du coin de l'œil. Je me disais, ça va-tu faire patate dans 2 ans? Ben non, ils vont continuer, tu sais. Les années ont passé, 2 ans, 3 ans, on rajoute un album, Paul à la pêche, Paul à l'appartement, ça continue, ça monte. Oups, ce moment il se loue un local, oups, il engage une employée, il engage quelqu'un en France, ils vont dans tous les salons.
oups, il y en a un qui tombe à temps plein dans la place. Après ça, l'autre arrive à temps plein. Fait que je me disais, ben, ils sont sérieux. Simonac, ça fait 10 ans. Après ça fait 15 ans. Puis là, ça fait 20 ans. C'est des vrais éditeurs. C'est fou, hein? Parce que si on retourne à la fin des années 90, juste pour planter le décor, pour le bénéfice des auditeurs. Ben, c'est la période après Crow qui est très, très morose, tu sais. C'est ça qui est, on pense, tu sais, c'est vrai que, tu sais, après, quand Titanic est mort, tu sais, les tumbleweeds passaient dans la rue, là. Il y avait plus rien en BD. Ceux qui faisaient de la BD, tu sais, c'était des gens qui faisaient des photocopies, qui allaient porter ça chez les librairies en consigne, qui vendaient ça 5$. C'est comme, oh my god, je peux pas faire ça. Ça n'a pas d'allure que j'avais pas envie de m'en aller par là. Mais tu sais, le paysage était bien sombre, là, tu sais. Puis les éditeurs, il y avait plus d'éditeurs possibles pour faire la BD au Québec, là. Mais pas de la en fait, il y avait encore les éditions 400 coups qui faisaient du jeunesse, tout ça. Oui, mais pour le grand public. Section de Boréal, là, Kamikaze, je sais pas trop. Oui, là, Kamikaze qui était de Rémi Simard. Ouais. Mais tout ça, c'était slow, là, puis c'était des petites collections vraiment confidentielles, ça avançait pas. Tu sais, quand la pastèque est arrivée, quand même, ils se sont comme dit, bon, nous autres, on fait ça, puis on se présente, puis on y va, on s'en va par là. Puis ça n'a pas pris de temps que les titres se sont additionnés. Là, maintenant, il y en a des titres, ils ont 300, je sais pas combien il y a de titres. Là, mais... Oh, ils ont un gros catalogue. Maintenant, il y a un gros catalogue. Puis dans le jeunesse aussi, ben là, au début, on voyait qu'ils misaient, peut-être dans les 6-7 premières années, ils misaient BD. Puis après ça, ils ont vu qu'en jeunesse, il y avait quelque chose à faire là aussi. Fait qu'ils se sont dit, OK, ça va être BD et jeunesse. Puis ils ont bien fait, là. Tu sais, aussi, ils sont également très réputés en jeunesse. Donc, premier album de Paul Sort. D'ailleurs, parenthèse, toi, là, t'as été mis en contact de quelle manière avec la production européenne? Parce que les albums de l'Association puis de Cornelius, là, à Montréal, au milieu des années 90, là, à part La Moitrieuse, on trouvait ça où? Ben, c'est ça qui est comique, c'est qu'après, moi, c'est à Moitrieuse que j'ai commencé à trouver ces affaires-là. Okay. Puis c'est probablement peut-être Martin qui m'a montré ça, mais après ça, je suis allé les chercher par moi-même. C'est Martin et Frédéric qui ont commencé à faire rentrer ça, hein, d'une certaine façon. À Montréal, oui, à Montréal, avec des commandes spéciales par avion, je sais pas trop. En tout cas, il y avait des, eux autres, ils savaient, tu sais, ils étaient au courant de ce qui se passait puis c'est des années vraiment très enflammées, là, pour la BD, là, tu sais, Rackham, machin, 6 pieds sous terre, ben les éditeurs qui naissaient puis qui mouraient assez vite aussi. Puis les gros éditeurs aussi ont commencé à faire, hey, wow, qu'est-ce qui se passe? Le Seuil, Gallimard, ces gens-là ont commencé à se demander qu'est-ce qui se passait. Puis là, on était vraiment en train de se diriger vers les romans graphiques, les livres longs. Tu sais, il est arrivé, c'est ça, pas mal de livres longs, des BD longues. Puis c'est les bonnes années pour y aller, pour moi, en tout cas. J'ai sauté dans le train pendant qu'il passait pour voir qu'est-ce qui se passerait, puis j'ai eu la piqûre. Moi, j'ai toujours trouvé ça bien long, faire de la bande dessinée, puis assez laborieux. Puis là, je me retrouve à faire des albums de 208 pages, hyper détaillés. J'en reviens même pas moi-même, où je sais que je trouve la patience de faire ça. Tu sais, avant, moi, ce qui me faisait triper, c'est faire une illustration pour l'actualité en une journée, puis la soigner, puis envoyer ma facture, tu sais. C'est un autre mode de travail complètement différent. Ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est un tapis roulant qui arrive, tu sais, j'étais avec Anna Goodson Management, elle m'envoyait des illustrations, tu sais, tel magazine, ok, 2 jours pour ça, 3 jours pour celle-là, 2 jours pour celle-là, 2 jours pour celle-là, t'envoies ta facture, tu reçois un chèque, t'envoies ta facture, tu reçois puis en plus, à l'autre bout du tapis roulant, ton illustration s'en va à la poubelle. C'était ça le scénario. Puis ben c'est ça, tu sais, un moment donné aussi, après ma carrière, en même temps que ma carrière d'illustration, j'ai fait de la sculpture un moment donné sur carton parce que j'étais tellement écœuré que mes affaires aillent à la poubelle que j'ai décidé de faire mes illustrations en 3D. Les gens les ont pas vues beaucoup. Ah bon? J'ai fait une exposition 95 à la Maison de la Culture Rosemont Petite Patrie, puis tout a été presque vendu ce soir-là. Mais c'était assez joli en fait, c'est des grands cadres tout en foam core puis en balsa, peinturé à la gouache, c'était bien cute. Mais très, 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 très fragile. C'était extrêmement fragile. Tu vois, il y avait une envie là, de faire quelque chose qui reste sur le mur, qui s'en va pas tout de suite à la poubelle, tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'était, dans le fond, pas mal de job de faire une exposition en art visuel. Tu sais, préparer ça pendant des années, déménager ça, essayer de vendre les pièces. Je trouve que en BD, je rejoins beaucoup de gens avec une œuvre, là. Je pense que c'est de l'art. Je confirme, c'est de l'art. C'est ça. Puis en reproduisant ça à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, tu sais, tu rejoins des gens, puis l'œuvre reste aussi en plus. Il y a quelque chose en 3D, c'est physique. On peut l'ouvrir, le fermer, se le prêter, renverser du café dedans, l'amener en vacances. J'adore. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Puis je communique avec les gens. Je parle à du monde. Tu sais, c'est quelle liberté. Tu sais, moi, je commence à parler, puis
je me dis, est-ce que ça va intéresser le lecteur? Voyons si ça intéresse le lecteur. J'ai envie de jaser ça. Fait que Paul Lamaison, c'est ça aussi. Là. Tous mes albums sont construits un peu comme ça. C'est des sujets banals en tabarnouche, Paul. Là. On est vraiment dans le quotidien. Là. Oui, mais en même temps, Michel, tu touches à l'universel. Oui, je me rends bien compte que je fais ça aussi comme exercice dès le départ. Tu sais, je peux pas tout raconter. Ça a l'air de l'autobio, là, tu sais, mais tu vois pas les affaires plates. En fait, je pense toujours à mon lecteur. C'est ça le secret de mon affaire. C'est que je vais pas m'en aller faire du journal. Tu sais, c'est pas un journal. C'est pas un journal, c'est du quotidien formaté pour un lecteur pour qu'il y ait du fun. Je formate le quotidien pour de l'entertainment. Ça reste de l'entertainment, là, pour moi. Oui, mais il en demeure pas moins que ton personnage est entré dans la tête et le cœur des lecteurs. Il y a beaucoup de lecteurs. Quand tu parlais de rejoindre des gens tantôt, et pour faire un lien avec mon introduction, lorsque je disais que tu étais un auteur de plusieurs premières, tu es, à mon humble avis, le premier auteur québécois à avoir réussi à rejoindre des lecteurs à l'extérieur du cercle qu'il faut dire quand même assez restreint des lecteurs de bande dessinée. Oui, mais c'est le grand miracle aussi qui fait qu'on peut en vivre, que je peux en vivre aussi, parce que si j'étais juste allé chercher le gars de 50 ans qui a lu les Spirou, tu sais, ça aurait été plus réduit, là, tu sais, parce qu'au début, je pensais que c'était ça qui était pour se passer. Je me disais ça va être juste un gars, un vis-à-vis qui va me lire. Ça va être ça, mon lecteur. Puis, les enfants me liront pas, les femmes me liront pas comme d'habitude, tu sais, parce que, bon, la BD, habituellement, tu sais, les femmes sont pas très preneuses, tu sais, en tout cas, par le passé, là, tu sais, traditionnellement, c'est pas des grandes acheteuses de BD, là, tu sais. Puis là, il s'est passé le miracle que, là, ça a touché les femmes. Puis j'ai autant de lectrices filles, puis j'ai des lecteurs jeunes aussi. C'est comme tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ils commencent à me lire en 11 ans. Oui, à l'école primaire, il y a des classes. C'est pas supposé. Oui, mais c'est étonnant. Mais donc j'en reviens au fait que, et c'est Jean Paulade avec qui je prenais un café l'autre fois qui me disait, il disait en fait le miracle dont tu parles, c'est que il disait Michel a réussi à créer un personnage qui appartient à tout le monde. Oui. L'universalité, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de te dire que le nouveau Paul est attendu. D'ailleurs, pour l'anecdote, hier sur Instagram, j'ai dû effacer mon statut parce que j'avais photographié ton album. Oh mon Dieu. Et sur lequel il était inscrit embargo jusqu'au 9 novembre 2019. Moi, je pensais le mettre sur mon Facebook. Non, mais attends, mais l'histoire, c'est que j'écris dans le statut en disant, bon, je suis en préparation pour l'enregistrement du balado Vous avez dit BD avec Michel Arbagliati. L'album n'est pas encore sorti et les gens se sont pointés ici à la librairie Z en disant on a vu que Jean-Dominique avait publié une photo, donc on vient acheter l'album de Paul. Ah, si bon, ok. Et là, Christian disait aux gens, ben non, l'album sort juste en novembre. Oh, bon Dieu. Et oui. Alors, c'est donc dire que tu es maintenant un nouveau Paul, là. C'est excessivement attendu. Oui. Est-ce que tu vis avec cette pression-là? Tu vis comment avec ça? Tu sais, je m'en rends pas trop compte parce que je suis dans mon petit monde à Onsic, puis je pratique mon piano, puis je fais mes petites affaires. T'sais. L'idée avec Paul aussi, c'était de rester intime avec le lecteur. Moi, tu sais, vraiment, la façon, c'est un métier que je fais. Moi, je me dis, je suis content, j'ai réussi à faire un métier. Au début, tu sais, de la série, je me disais, coudonc, les électriciens et les plombiers, là, ils gagnent leur vie en faisant leur job comme il faut. Là, je me disais, c'est-tu possible? Je pourrais peut-être le gagner, moi aussi, ma vie en faisant ma job comme il faut. Puis je pense que c'est ça que je fais. Je fais ma job comme il faut. Je donne des bons livres assez longs, avec toute ma générosité, toute la générosité que je peux, puis la patience, puis la technique que je peux, tu sais. Puis je me dis, bon, j'espère que le lecteur va aimer ça. Puis j'espère que je vais avoir assez de ventes pour en vivre, parce qu'il me semble que je fais une bonne job, puis il me semble que c'est un métier honorable, tu sais. Totalement. Et d'ailleurs, vivre de son art ici au Québec, ça relève pratiquement de l'utopie. Pourquoi c'est si tough? Peut-être parce qu'on est juste 7 millions, je sais pas. Là, moi, je pense que c'est la loi du nombre qui fait que... C'est l'achalandage, c'est tout ça. C'est toujours le nombre, tout ça. Parce que, tu sais, en France, c'est facile. Je pense que c'est plus facile de vivre de BD, là. Tu sais, quand t'as 70 millions de personnes, bon, là-dessus, il y a une gang qui lisent. Mais, tu sais, en tout cas, moi, je voyais ça comme ça. Je me dis, bon, tous les artisans, il y a plein de monde qui vivent de leur art. Fait que, essayons donc en BD. Puis, j'y suis parvenu. Là, ça a pris quand même 10 ans avant que j'ai des royautés intéressantes par année. Là. Tu sais, maintenant, ça va bien, mais tu sais, je suis pas riche avec ça. J'ai le salaire d'un prof de cégep, là, tu sais, puis ça fait bien mon bonheur. Je suis bien content. Mais cette responsabilité-là, Michel, aussi, forcément, fort de ton succès, Paul
a rejailli beaucoup, a partagé beaucoup de sa lumière sur le milieu du 9e art. Et donc, est-ce que tu te sens comme une espèce de porte-étendard de la bande dessinée québécoise? Est-ce que tu sens que tu as une certaine responsabilité? Ben, tu sais, responsabilité, je sais pas, c'est comme, j'y ai pensé en 98 faire ça, ça aurait pu être un autre ou une autre qui y pense, là. Moi, je trouvais que le temps était venu pour moi, peut-être à cause de mon âge, de mon background, puis l'entonnoir de où est-ce que je m'en allais vis-à-vis de ma carrière, un petit peu ma fatigue au niveau de l'illustration au magazine puis de la publicité, les changements en BD, ça arrive au bon moment, hein, c'est vraiment en 98 là, au début des années 80, c'est vraiment en 90 que ça a commencé à bouger. Moi, j'ai comme j'étais resté branché à ce qui se passait en BD, j'ai commencé à voir ça arriver puis à y penser, tu sais, puis ce qui est cool, c'est que j'avais une longueur d'avance peut-être sur quelqu'un qui commence en BD tout de suite, c'est que j'étais illustrateur professionnel pour les magazines, j'avais déjà un style assez cute. Fait que puis de l'expérience en graphisme, l'expérience en mise en page, en mise en scène. Fait que ça m'a aidé, tu sais. Fait que Paul à la campagne, même si c'est le premier, tous les trucs de mise en scène sont quand même assez bons. Parce que j'ai pas beaucoup gossé pour essayer. Je me suis pas trompé beaucoup parce que j'avais quand même fait beaucoup d'illustrations scolaires, magazines, tout ça. J'avais déjà fait de la mise en scène puis tout ça. J'avais lu aussi beaucoup de bandes dessinées. J'avais lu des romans, j'avais regardé des films. Fait que j'étais prête. Comme quand j'ai commencé, j'étais comme, ça a sorti assez vite puis comme je me rendais compte que, oh wow, je suis capable de driver une histoire assez facilement. Finalement, ça se faisait d'une façon assez fluide. Puis mon dessin, il est peut-être un peu maladroit, mais en même temps, il est déjà une coche au-dessus de celui qui commence vraiment from scratch parce que je passais quand même mes journées à dessiner en magazine. Là, l'influence que ça a, tu sais, je sais pas, moi, ça a marché pour moi, mais si ça avait pas marché, franchement, Jean-Dominique, j'aurais continué en illustration, en illustration magazine, tu sais, moi, je suis pas le genre qui va m'accrocher, là. Si tu me dis, si les gens me disent c'est pas bon, c'est pourri, ou si j'en vends 25, je vais comprendre le message, tu sais. L'affaire, c'est que, non, on a vendu 500, j'ai gagné des petits prix, meilleure première BD, Harvey Award, comme ils disent en anglais, pat on the shoulder, ça aide. Deuxième album, là, traduction en néerlandais, traduction en italien, traduction en espagnol, encore une fois des encouragements, oups, réimpression du premier et réimpression du deuxième. Coudonc, ça m'a. Après, on en fait-tu un autre? Oui, pas dans l'appartement. Ok, c'est pas pire. Regardons ça, toi. Là, on monte à, plus d'exemplaires, je sais pas, moi, 3-4 000 exemplaires. Oh boy! C'est beaucoup, là, tu sais, j'entends parler que déjà au Québec, quand tu fais 1000 copies, c'est beau, là, tu sais, t'as un bon hit, là, tu sais. Puis là, on a dépassé ça pas mal, là, tu sais. Puis en plus, c'est une grande fierté, c'est que c'est local, tu sais, c'est que éditeur local, imprimé au Canada, puis moi, auteur local, j'en vis localement de lecteurs locaux. Mes lecteurs sont tu sais, c'est eux autres qui me font vivre au Québec, là, tu sais. Mes lecteurs c'est des lecteurs du Québec, c'est vraiment cool, là. Et ça aurait été impensable il y a 20 ans, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 90, mais impensable. On a commencé tranquillement. Il y a 20 ans, on a vendu 500 exemplaires, puis j'ai continué à faire des illustrations pour l'actualité, tu sais. C'est comme ça que ça s'est passé, tu sais. Mais tranquillement. Comme je suis quelqu'un qui s'accroche, j'ai pas dit, ça marche pas, on a juste vendu 500. J'ai fait comme, je vais en faire une autre en deux commandes d'illustration. Ça a duré 10 ans, ça, en 2 commandes d'illustration. À partir, mettons, de Paul à la pêche, j'ai fait comme, OK, ben là, je laisse aller mon dernier client. Mon dernier client, c'est un éditeur scolaire. J'avais gardé ce client-là parce que il me donnait des illustrations. J'avais pas mal de temps pour les faire, puis c'était des centaines d'illustrations bien faciles. C'est un petit gars qui court, une petite fille qui boit un verre d'eau, C'est des livres de maths, des livres d'anglais, des trucs comme ça, Pearson Education. Puis à un moment donné, j'ai laissé aller ces gens-là, puis là, j'ai dit, malheureusement, je vais continuer en BD. Je vais voir ce qui se passe. Un point tournant dans la carrière de Paul, c'est la publication de Paul en appartement. Tu es passé à Indicatif présent au micro de Marie-France Bazot en 2004. Ouais, c'est vrai. Et ça, qui était une émission très, très écoutée. Ouais, ben oui. Et je pense qu'avec le recul, ça a été une étape, ça a été un accélérateur. Là, tout à coup, c'était à la TV, ça, tu penses? Non, c'était à la radio, okay, ça. J'ai une autre affaire que je passais à la TV avec Marie-France Bazot, mais c'était une autre émission plus tard. Et donc, là, tout à coup, la bande dessinée québécoise commence à occuper de l'espace dans les médias de masse. Ouais. Là, il se passe quelque chose avec Paul aussi, c'est que les gens découvrent ce type de bande dessinée-là. Ouais. Donc, tout le monde allume, pas tout le monde, mais
pas mal de gens allument, là, tu sais, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à prendre la BD au sérieux. Ouais. C'est pas Popeye, c'est pas imprimé sur du papier cheap, c'est pas des gags, voyons, ça parle de nous autres, c'est pas nécessairement super funny, puis là, après ça, évidemment, si tu lis Paul, tu t'en vas vers Guy Delisle, tu t'en vas voir Persépolis, tu t'en vas voir, Emmanuel Guibert, tu t'en vas voir, tu sais, ce qui se passe, tous les trucs qui se passent à l'association, là. Les gens sont curieux, tu sais. Mais Paul, c'est ça, je pense que j'ai fait vendre beaucoup de livres de Guy Delisle. Oui, parce que les gens disaient, j'ai lu tous tes livres, as-tu autre chose? Ben, va voir Guy Delisle. va voir Jimmy Beaulieu, je sais pas trop, tu sais, il y en a d'autres, là. Ouais. Ça a bougé. Puis les gens, là, c'est incroyable comment j'entends ça souvent. Les gens me disent, moi, le dernier que j'ai lu, c'est Astérix, les Helvètes, là. C'est comme, OK, c'est les années 70. Fait un bout, là, tu sais. Ça a bougé, là. Ça a changé. Là, il y a pas mal d'affaires qui se sont passées, là. Allez voir ça, madame. Mais tu sais d'ailleurs que le travail du libraire, c'est beaucoup, au niveau de Paul, c'est que t'as beaucoup de lecteurs et lectrices qui, entre deux pôles, ne retournent pas vers le médium. Alors, le travail du libraire, c'est de dire, bon, vous avez aimé Paul, madame? Voici ce que vous pouvez lire. Ouais. Et donc, effectivement, on les oriente vers Guy Delisle, vers, par exemple, La femme aux cartes postales de Jean-Paul Haïd. Oui, puis on comprend que ce qui pogne, en fait, ce qui fait que les femmes, peut-être, ou je sais pas trop, ceux qui aiment pas, c'est les relations humaines, tu sais. Il y a ça, puis il y a l'universalité des événements. C'est un monsieur tout le monde, il vit en Huntsic, se promène dans les rues. C'est Montréal, c'est nos édifices, c'est le langage. Le niveau de langage est le même qu'on se parle par-dessus la table. Ça parle du Québec, ça parle de nous, ça parle d'événements de vie. Ça existait pas dans Lucky Luke, là, tu sais, puis c'est ce qui surprend les gens. Ouais. Dans les écoles, c'est lu, ça m'aide énormément aussi. Les profs achètent ça à la coût de 35 dans les classes, là. Lecture obligatoire, pas le travail d'été, tout le monde. Tu sais, ils font les travaux avec mes livres, c'est écœurant, moi je capote, là. Pas aller au parc, lecture obligatoire, tu sais, c'est super. Puis les jeunes, ils font comme, c'est un gars, il se passe rien, mais c'est le fun, que c'est chez nous, il parle comme nous, on dirait mon père, ça me fait penser à mon père, pas à ma mère, tu sais. Puis ils sont tous surpris que ça existe, ce genre de truc-là, là, tu sais, ils lisent du manga ou de mon Kid Paddle, des trucs comme ça, c'est bon, mais là, on est plus là-dedans pantoute, là. Non, mais l'aventure vient de l'intérieur, en fait. Oui, puis les profs aiment la série, c'est ça qui nous fait aussi, il nous fait un petit velours, parce que les profs aiment ça, je suis invité constamment dans les écoles, dans les cégeps, tout ça. Les profs aiment ça, les parents sont d'accord avec ça. Tu sais, l'enfant arrive avec ça à la maison, les parents font comme « What's that? » Puis souvent, ils connaissent aussi. « Ah oui, Paul, ben ça c'est bon, tu peux lire ça. Ça, c'est pas Popeye, là. Tu sais, c'est... Non, puis ça circule. C'est-à-dire que Paul peut avoir plusieurs lecteurs. Un exemplaire peut circuler. J'entends souvent que les gens sont au chalet. Toute la collection dans leur chalet. Puis là, ils lisent ça l'été, autour du feu de camp, puis ils sont tous cornés, puis les enfants lisent ça, les parents lisent ça. Ou bien, les enfants montent ça en montant dans le nord, dans l'auto. C'est une série familiale. C'est une série dans le sens aidant famille. Tu sais, ils lisent ça à partir de 10 ans. C'est quasiment du 7 à 77 ans. Là, en fait, c'est du Tintin. Oui, c'est ça. C'est l'espèce de volonté qu'avait Tintin d'être lu de façon très large. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas en fait, c'était pas mon plan, mais là, ça donne que les enfants ils trouvent leur plaisir là-dedans. T'sais. J'en doute un peu pour le prochain, mais je risque d'être surpris. Ils sont capables de trouver ça le fun. Un gars de 50 ans qui est déprimé dans un cottage en Huntsic. Je sais pas, ils sont surprenants, les enfants. Oui, mais on va en parler de Paul à la maison, mais moi, je lui prédis autant un effet de surprise qu'un très, très grand succès. Merci. Autre album pour moi qui m'apparaît très, très important, c'est Paul à la pêche. Paul à la pêche, il y a une densité, il y a une... C'est un des plus longs avec Paul à la maison, d'ailleurs 208 pages. Ouais, alors c'est un album dense, généreux, et là, tout à coup, moi je me souviens comme lecteur, quand j'ai lu ça, je me suis dit, alors là, Paul passe à une autre vitesse. Paul est là pour rester, et je pense que c'est une série qui va se développer sur le long terme. J'aime ça avoir raison. Et j'ai eu raison. Paul à la pêche, là, vraiment, toi, comme auteur, comme scénariste, comme illustrateur, là, vraiment, tu t'es lancé dans un gros chantier. À l'époque, est-ce que tu avais cette volonté-là de dire, là, faut que je passe à l'étape supérieure? Oui, en fait, là, j'avais eu assez d'encouragement, puis j'avais bâti une assez grande confiance pour me dire, bon, OK, là, en plus, c'était après, j'avais laissé aller tous mes clients.
Puis là, je me suis dit, OK, là, j'avais demandé une bourse aussi, je pense, pour Paul à la pêche. J'avais une bourse du Conseil des arts. Puis là, je dis, je vais rentabiliser ça bien comme il faut. Je me pogne 2 ans, là. 2 ans. Puis je vais faire ce livre-là à ma vitesse, puis je vais en donner, là, comprends-tu? Là, je voulais faire un truc, là, vraiment... comment dire, où je prends mon temps, où il y a beaucoup d'extérieur, des scènes qui des fois te frappent un mur, mais c'est pas grave, des récits périphériques, ça parle de la belle-sœur, ça parle du beau-frère, ça parle d'enfanter, ça parle d'une aventure où Paul rencontre un garçon dans le quartier Hochelaga qui perd son chien, etc. C'est toutes des histoires qui sont assez longues à dessiner, finalement, qui apportent pas tant de jus au récit que ça, mais j'avais envie de tout raconter, tu sais, j'avais envie de prendre mon temps puis vraiment me dire, OK, je vais raconter ça, là, puis allons jusqu'au bout, puis ça a donné 208 pages, puis j'étais content. J'aime ce livre-là, j'aime bien ce livre. Il y a une belle atmosphère dans ce livre-là, c'est vrai. L'album suivant, Paul à Québec, là, c'est la consécration. En fait, c'était pas un projet qui était, je me disais pas que ça c'était pour être meilleur que les autres, là, tu sais, je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai à raconter? C'est toujours pas un problème, mais la question, c'est, tu sais, comme, Paul, c'est pas une franchise Lucky Luke, là, tu sais, c'est comme, avant de faire un livre, je me demande si j'ai quelque chose à dire, tu sais, c'est important, c'est très, très important, c'est pas genre, faut que j'en rajoute un autre, c'est genre, j'étudie qu'est-ce que j'avais à dire, est-ce que je peux parler encore, est-ce que ça va intéresser le lecteur, tu sais, sinon, ben, ta gueule, tu sais, puis tu, laisse le temps passer, si t'as rien à dire, dis rien, va faire du basic, joue du piano, tu sais, puis quand tu auras quelque chose à dire. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Puis à chaque fois que je finis un album, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. Puis bon, donc Paul à Québec, ça a donné que le père de ma conjointe était en train de mourir, tu sais, puis on savait qu'il était pour partir, puis moi, j'avais pas idée de faire une bande dessinée avec ça. C'est comme que c'est après des semaines et des semaines au centre de soins palliatifs, j'ai comme commencé à regarder autour de moi. J'ai dit, hey, il se passe quelque chose d'intéressant ici quand même dans ce centre de soins palliatifs. Ça se raconterait-tu ça, l'histoire d'une famille qui accompagne un mourant? C'est downer un peu, mais comme je suis témoin privilégié, là, je suis là, j'ai les 2 mains dans les poches, j'ai rien à faire, je suis dans la salle d'attente, je me promène dans ce centre-là à tous les soirs. Là, c'est peut-être le temps de... En fait, c'est là que j'ai commencé à prendre des notes, et dans ma tête, et sur un petit calepin. Puis c'est ça. J'ai dit, bon, je suis super bien placé pour raconter ça, puis ça aura pas l'air fake, parce que c'est tout vrai, tu sais. Ouais. J'étais en plein en place, là, tu sais. Puis j'ai suivi, donc, la déchéance de mon beau-père jusqu'au bout, jusqu'au cimetière, puis jusqu'à ce qu'on l'enterre, tu sais. C'est ça que j'ai raconté. Puis je me disais... C'est cool parce que là, j'ai une famille vraiment le fun sous la main. La famille de mon ex était vraiment... tu sais, c'est la famille québécoise, là, les Laperrière, tricoté serré de Québec, 3 filles, un bungalow, un carport, une piscine hors terre, une famille ordinaire, là, tu sais, qui s'aime, puis qui a une vie normale, puis qui parle normalement, puis... Et ça, c'était inespéré, tu sais, à croquer, c'était le fun c'était le fun des croquer. Puis les 3 sœurs sont bien différentes, ils ont chacun leur petit caractère, puis puis en plus, je suis très content du film aussi. François Bouvier a bien compris qu'est-ce qui se passait dans ce livre-là. Puis on a gardé ça très très proche. On est au plus près du livre. Là. Ben oui, d'ailleurs, le film. Comment cet album-là en est arrivé à être adapté au grand écran? Ben tu sais, c'était même pas mon projet. Moi, depuis le début, je voyais pas un travail d'été. C'était cet album-là qui m'intéressait. Puis j'ai moi-même contacté François Bouvier en y envoyant pas un travail d'été. Puis Paul à la pêche, je pense, dans une enveloppe. Je le connaissais même pas. Il y a un de mes amis qui était recherchiste à Radio-Canada qui m'a donné son adresse. J'ai envoyé une lettre. C'est bonjour, Monsieur Bouvier, je me présente, Michel Rabagliati. Je fais de la bande dessinée. Ça vous intéresserait-tu de faire un film? C'est pas de même que ça marche pas en tout, d'habitude, tu sais. Mais lui a trouvé ça bien cute. Puis moi, en fait, je venais de voir Histoire d'hiver, tu sais. C'est comme quand j'ai vu Histoire d'hiver, je dis, ah, Histoire d'hiver, calvaire, ça. J'ai trouvé que son portrait familial était super. J'aimais comment qu'il faisait jouer les enfants, les adultes. Ça aussi, Histoire d'hiver. Famille bien simple, un mononcle qui amène son neveu au forum ou je sais pas trop. Tu sais, c'est très, très petit Québec, là. Puis plein de tendresse. Tu sais, je dis, ce gars-là, il serait capable de faire un bon film qui se passe dans une colonie de vacances avec des enfants, tu sais. Finalement, on a commencé à travailler, moi puis François, on a commencé à travailler sur pas un travail d'été, mais ça a pris comme quelques jours que le téléphone a sonné, puis le Caramel Film, en fait, Karine Vanas et puis son associé nous ont appelés, puis les autres, ils nous ont dit, hey, on veut faire un film avec Paul. On s'est dit, ben là, vous voulez produire pas un travail d'été?
Ah non, c'est quoi cette affaire-là? Ben, je travaille avec François Bouvier. Ah bon, ok, elle savait même pas que j'étais en train de faire un film. Fait que, eux autres, ils ont réfléchi puis ils ont dit, ouais, mais dans la série, on aimerait mieux pas la Québec, Puis je sais pas, on était assez mou puis on a dit, bon... Bah oui, ça vous allume plus. Mais c'est un gars qui meurt, hein, on vous avertit, c'est pas le truc le plus facile à vendre. Non, on peut pas parler de mort, on veut parler de la famille. C'est la famille est cool, puis on veut ça. Il y avait pas tort, tu sais, ça faisait un beau portrait de famille en effet. Mais il y a beaucoup de gens, j'entends quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui l'ont pas vu encore, ils disent ah non, moi je vais pas voir ça. Je vais pas voir ça, moi mon père vient de mourir, ma sœur a le cancer, moi je m'en vais pas voir ça. Ouais. On s'est quand même privé, je pense, de pas mal de spectateurs quand même, parce que les gens l'ont su. Il y avait beau vendre le film, un film familial touchant, c'était quand les gens le savaient que c'était un gars qui était en train de mourir dans le film. Fait que même moi, je suis pas toujours partant pour aller voir des films tristes. J'aime bien des fois me rentrer le poignard là, mais comme si j'ai souvent besoin d'avoir des trucs plus uplifting. Fait qu'on sait probablement, il y a probablement bien du monde qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas vu encore à cause de ça. Parce que c'est une mort annoncée, on le sait déjà. Là, Est-ce que ce film t'a apporté de nouveaux lecteurs? Est-ce que dans les événements, les salons du livre, les séances de dédicaces? Ouais. Ben oui, ça aide, c'est comme... c'est la consécration au Québec, quand même. Ben oui. De passer au grand écran, là... Ben, il y a deux affaires qui ont fait, comment dire, boosté les ventes. Ça a donné un coup, là, tu sais, c'est la télé, c'est tout le temps la télé, tu sais, quand je passais après mon prix d'Angoulême, je passais à Tout le monde en parle. On a senti tout de suite les ventes, ça a monté, là, ça a été super vite dans les semaines qui ont suivi. C'est incroyable la puissance de la télé, puis la puissance du cinéma aussi, parce que là, au cinéma, on annonçait qu'on avait fait un film avec une BD, donc les gens se disaient, bon, ça doit valoir la peine, ce livre-là, si on fait un film long-métrage avec. Puis là, tu sais, Julie Le Breton, François Letourneau, des bons acteurs, Gilbert Sicotte, plein de monde qui joue là-dedans. Fait que ça met aussi une espèce de... Ça met une sorte de vernis sur la série, puis ça la glorifie, puis les gens font encore plus confiance peut-être pour aller voir les livres. Ça aide, tu sais. Mais tu sais, la télé, ça aide les livres au coton, tu sais. Qui vend plus de livres au salon du livre? C'est ceux qui passent à la TV. Et c'est étonnant, Michel, parce qu'il y a si peu d'espace consacré à la littérature, à la télévision. Ben, il y avait quelques super bonnes, il y avait Jean Fugère qui faisait un truc génial, lire avec Claudia La Rochelle, je pense que je sais même plus si c'était encore là. C'était en web Daniel Lorrain. Comment se fait que c'est pas resté? Faut que ça reste. Moi, j'en regarde une émission, elle est française, tu sais, de La Grande Librairie, avec François Bunel. Je regarde ça, j'adore ça. 2 heures en plus, là, tu sais, il laisse le temps à ses invités de parler comme des malades. C'est vraiment super. Juste, sais-tu, moi, les codes d'écoute, puis peut-être qu'ils s'en foutent des codes d'écoute, je sais pas. Et c'est vrai, encore une fois, là, ils ont 70 millions de spectateurs ou 70 millions d'habitants. Il y a peut-être une gang là-dessus qui regarde La Grande Librairie, tu sais. Mais ces émissions-là doivent rester, là. Peu importe s'il y a 100 personnes qui regardent, maudit, c'est important, là. Ben, surtout à Radio-Canada, c'est le service public. Exact. Donc, en principe, exact. Ça, c'est le vrai des trucs qui est là, comme genre, tu sais, le jour du Seigneur, là, bon, c'est encore là, ben, il devrait avoir une émission littéraire qui est là, toc. C'est très jamais juste. Là. Très juste. Ouais. D'ailleurs, tu as participé à l'émission BDQC qui avait été présentée à RTV, qui était une série télé qui s'intéressait chaque épisode à un créateur québécois. Oui, très bien fait, de Denis Blaquière. Oui, de Denis. Super série. Franchement, vous me demandez c'était qui ces gens-là au début. Ils vont peut-être faire un petit reportage. Non, il y avait du budget puis de l'allant, là, puis ils ont fait un beau truc. Tu sais, quand même, pour de la BD québécoise, ils sont allés loin. Je pense qu'ils ont fait 2 saisons de 11 petits épisodes. Oui, ils ont fait la 2e saison avait 6 épisodes ou 5. Okay, ça veut dire qu'ils ont trouvé peut-être une 16 ou 17 personnes là, pour des auteurs québécois, puis des angles différents à tous les fois. Moi, j'ai bien aimé cette émission-là. Je trouve que vraiment super. Et c'est la preuve, avec l'audace avec laquelle ils ont fait preuve pour réaliser ces émissions-là, c'est donc la preuve qu'il y en aurait de l'espace ici au Québec pour ça. Oui, il y en a de l'espace. Mais tu sais, j'ai quand même des lecteurs. Aujourd'hui, les tirages ont augmenté en sacrifice. On a beaucoup de monde là, tu sais, maintenant. En tout cas, pour une série comme Paul, c'est attendu, c'est surprenant là, tu sais. Ça a ouvert beaucoup de gens. Sont curieux de voir ce que c'est. Ce qui est le fun au Québec, c'est pas saturé pantoute. On est loin de la saturation, tu sais. Fait que c'est agréable pour un auteur puis un éditeur de travailler dans un système qui est pas saturé encore. Beaucoup de défrichage à faire, d'éducation, de présentation. Plein de monde. Tu sais, hier, j'ai eu un souper d'amis, là, tu sais.
je sais pas, on était une trentaine, mais il y en avait une dizaine là-dessus qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Dans le fond, je dis bravo, ah oui, ben gars, c'est une série. Ah oui, c'est vrai, ça me dit vaguement quelque chose. Tu sais, il y a encore du défrichage à faire, des lecteurs à aller chercher. Puis encore une fois, c'est comme gars, t'aimes Paul, va voir, tu peux aller Persépolis, tu peux aller voir, il y en a d'autres aussi, il y a plein d'affaires à la fin. Les gens sont partants, là. Il suffit simplement qu'on leur mette quelque chose dans les mains, puis qu'ils font comme, oh wow, la plupart du temps, ça marche. 9 fois sur 10, tu leur mets un livre dans les mains, puis ah là, je suis allé chercher le suivant, c'est trop bon, j'ai bien aimé ça. Tu sais, puis ça marche pour la musique, ça marche pour bien des affaires, tu sais. Mais c'est ça, faut être patient, tu sais. Puis je suis quand même content, là, ça a jamais lâché. C'est un lent crescendo là, depuis 1999. Ça a toujours augmenté les tirages. Le covering, les journaux, l'appréciation, les écoles, les invitations, les conférences, l'intérêt que je sens pour les gens sont intéressés, tu sais, à la bande dessinée, sont intéressés de lire des bonnes bandes dessinées, tu sais. Il y en a de la maudite bonne en plus en ce moment là, tu sais, il y a des affaires super. On est dans un âge d'or qu'on s'en rend pas compte là, tu sais, mais là la BD adulte c'est here and now là, c'est là que ça se passe, tu sais. Effectivement. C'est Achille Talon, c'est sûr que c'était cool là, mais ça c'est un âge d'or de ce temps-là. Là, on est en train il y a des choses vraiment touchantes et extraordinaires en BD. Moi je suis bien content d'être là en ce moment pour pouvoir faire partie de cette aventure là. Remporter Angoulême. C'est quand même pas banal pour un auteur québécois. Ben non, puis quand j'ai remporté le prix d'Angoulême, mes éditeurs étaient à Angoulême, mais moi non, j'étais à Montréal. Puis là, ils m'appellent, genre, je sais pas, moi, 4 heures du matin. « Michel, t'as gagné le prix du public à Angoulême. » Je savais même pas que ça existait, tu sais. J'étais là, bon, c'est cool. Là, je dis à Carole, j'ai gagné le prix du public. Ah, bon, c'est quoi? Ben, je sais pas, c'est Angoulême, c'est le prix du public. Bon, ben, super. Merci, Fred. Là, il était là à l'autre bout, eux autres. Hey, tu sais pas qu'est-ce que c'est le prix du public? Youhou, c'est le prix c'est gros, là. Bon, oui, ok, super, merci. Ben là, j'étais à Montréal, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que c'est Jean-Louis Tripp qui m'a rapporté le trophée, tu sais, puis après ça, on a fait, malheureusement, ça a pris tout le monde de court, ça a pris de la pastèque de cours. Je veux dire, on n'avait pas les stocks pour comment dire, arriver à, tu sais, quand tu gagnes le prix d'Angoulême, ça veut dire que le lendemain, il faut que les librairies soient pleines. Forcément. Notre livre est en train de s'en aller là-bas, il était sur un bateau, blou. On a passé complètement tout droit pour si tu veux, le hype, on a raté complètement, là, tu sais, c'est comme, là, c'était un mauvais coup de mon éditeur, tu sais, il avait pas prévu le coup, le livre s'en allait là, clopant, mais on était trop, il avait pas prévu que le livre gagnerait un prix, là, mais aussi, là, ils ont dû avoir des sueurs froides quand ils ont annoncé le prix, là, parce qu'on a complètement raté notre coup. Ouais. mais bon, c'est pas grave, anyway. Ça a quand même fait vendre des livres, ça a quand même fait connaître la série, mais après coup, puis un peu moins, d'une façon peut-être un peu moins intéressante, là. Tu as été fait en 2017 compagnon des arts et des lettres du Canada. Encore une fois, c'est une première pour un auteur. Excuse-moi, faut que je me lève debout. Oh oui. Je suis obligé. C'est quand même pas banal pour un auteur de bande dessinée ici au Québec. Non, c'est vrai. J'avoue que ça m'a fait un sacré, ça m'a fait ben plaisir. Tu sais, comme encore une fois là, ça dit que bon, ce que je fais est considéré comme du stock, je sais pas moi, c'est intéressant puis que comment dire, digne d'intérêt. Puis tu sais, tu t'en vas là, puis là tu dis OK, je suis avec Diane Dufresne, Denise Filiatro, ils vont des chants sur le stage. Eux autres aussi cette année-là, ils reçoivent l'insigne, tu sais, fait que si tabarouette, c'est far out là. Je suis vraiment flatté. C'est pas banal, hein? Non, c'est pas banal. J'étais vraiment flatté, puis encore une fois, ça c'est un encouragement. Tu dis bon, OK, on continue, si bol, je sais pas trop là. Paul à la maison, 9e album, si on compte pas le hors-série de l'exposition Paul à Montréal. Paul à la maison, alors là, c'est un album qui risque de susciter la surprise auprès du lectorat. C'est un Paul... c'est dur, sans vouloir divulgacher quoi que ce soit. Il n'y a même pas de punch. Non, mais dans le ton et dans la charge émotive. Alors là, c'est un Paul qui va
vraiment détonné avec le reste de la production. Oui, ben ça, je m'en doute un peu. Je me dis, premièrement, je pense que j'aurais pas les jeunes avec celle-là. Je trouve que je sais pas. Encore une fois, là, je peux être surpris. Peut-être que les jeunes vont trouver ça comique. Moi, je qualifie ça un peu de... Tu sais, en fait, l'atmosphère là-dedans, c'est un peu une dépression comique, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui est en train de... C'est un passage à vide illustré. On comprend bien que les choses ont changé. C'est un chapitre nouveau pour le personnage. Et puis, il y a la cinquantaine. Là, il est quasiment à niveau avec moi. Tu sais, il est à niveau parce que je reste encore dans cette maison-là. Je suis encore... je suis auteur de BD. Il est auteur de BD là-dedans. J'ai le même voisin. J'ai la même voisin d'en face. On est vraiment quasiment à jour, là. Et puis ça, tu sais, après Paul dans le Nord, je pensais que c'était terminé, là, tu sais, je pense que j'avais plus rien à dire encore une fois. Ben oui, je l'ai dit souvent, genre, je pense que c'est le dernier. Puis là, tout à coup, j'ai commencé à prendre des petites notes en me promenant en métro, tout ça. J'ai dit, ouais, je pourrais-tu raconter cette affaire-là? Ah non, je peux pas raconter ça. Il est question, en fait, c'est que il se passe quelque chose, c'est comme le lecteur s'en rend pas compte, mais après Paul à Québec, les choses ont changé parce que le personnage de Lucie disparaît. Mm-hmm. Donc, après Paul à Québec, je reviens à l'enfance avec Paul au parc, qui se passe en 70 dans les scouts. Là, ça allait pas bien pour ma conjointe et moi dans ces années-là. Fait que j'avais décidé d'exclure Lucie de ça, puis de plus parler d'histoire familiale, juste mettre ça sur une tablette. Puis les histoires d'enfance me permettaient de retourner sur un terrain neutre où je connaissais même pas Lucie, où j'étais enfant, tu sais. J'étais plus confortable de travailler là-dedans. Ensuite, les années ont passé. Puis bon, je veux dire, oui, on était toujours séparés, tout ça. Mais là, je me disais que j'ai pas envie de parler de Lucie. Qu'est-ce que je fais, tu sais, Paul dans le Nord. Là, j'ai dit, bon, il me reste peut-être une histoire où Paul est adolescent, 16 ans. Peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant là. Fait que j'ai réuni un peu mes souvenirs là, de mobilette, puis de bière, puis de petites blondes, puis de... J'ai réussi à faire comme une espèce de truc avec ça. Donc après, là, je me disais, là, je suis vraiment... Là, je frappe le mur, je peux plus raconter. C'est parce que là, ma vie... je vais certainement pas raconter que je me suis séparé aux gens, ça me tente pas de raconter ça, tu sais, ça me tente pas de raconter notre histoire de couple, etc. Fait que j'ai dit, bon, ben, je suis cuit, tu sais, ça s'arrête là. Puis c'est ça, les mois ont passé, je dis, là, j'ai commencé à penser, comment je pourrais... Il y a quelque chose à faire avec ça, cette platitude, la solitude que je vis... tu sais, le tournant que ma vie a pris, est-ce que ça se raconterait, ça, cette affaire-là? Y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Là, j'ai commencé à regarder beaucoup de films de Woody Allen puis des trucs comme ça. Je me dis, c'est vrai que ce gars-là, il se tape sa tête joyeusement puis c'est bien le fun, la façon qu'il le fait. Il est tellement fort en autodérision. Je dis, peut-être que je le prenais comme ça, tu sais. Puis que je mets pas Lucie. Ouais, mais là, comment pas mettre Lucie? Ben là, j'ai trouvé, là, au moins, c'est quand j'ai eu l'idée du début de l'album que j'ai fait comme, OK, elle est pas là. Je veux dire, je monte Paul à 51 ans, on est en 2011, puis le personnage de Lucie est absent. Puis c'est tellement facile à comprendre. 3 pages, tu dis, OK, il est arrivé ça, ils sont plus ensemble. Leur couple, ils se sont séparés, tu sais. Puis à partir de là, je suis libre pour rouler, moi, tu sais. Je roule dans le livre, puis comme le personnage de Lucie est plus là, Paul est avec son chien, il est un peu halluciné, tu sais. Biscuit se met à parler comme Milou un peu, ouais. À la façon Milou. Tu sais, dans Tintin au Congo, Milou parlait de temps en temps. Des fois, Tintin répondait. Des fois, il l'entendait, des fois, il l'entendait pas. Tu sais, on sait pas trop c'était quoi leur relation de dialogue, là, tu sais. Quand Haddock est arrivé, évidemment, il a arrêté de parler, là. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est un livre qui est différent, puis je raconte l'histoire en fait, l'histoire, c'est quoi l'histoire? C'est une tranche de vie, c'est quelques mois, en 2011, Paul accompagne sa mère, il est seul dans sa maison, il y a beaucoup de scènes seules, évidemment, je pèse sur la solitude, là, tu sais, ici, fait que la solitude veut dire grands espaces, beaucoup de cases, générosité dans les décors, peu de dialogue, ou dialogue intérieur, il est tout seul, il se parle tout seul. Oui, des fois il parle à son chien, il se parle tout seul. Il y a presque pas de rencontre. Il y a quasiment pas de rencontre dans le livre. Il y a pas d'interaction avec grand monde. Il est souvent tout seul dans sa maison. C'est un peu comme prostré. Il sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Il est comme en stand-by. Ouais. Au niveau du décor, et tu viens de l'aborder, mon premier contact avec l'album, ce que j'ai trouvé inouï, c'est le niveau de dessin et de décor. Là, vraiment,
Michel, tu t'es littéralement défoncé. Il y a des scènes extérieures hallucinantes. Il y a bien des trucs inutiles. Je veux dire, ils marchent dans la rue, fait qu'il y a des bungalows. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Les commerces de la rue Fleury. Tu sais, on le sait exactement où est-ce qu'il est. Tu sais, il est au coin de Fleury puis Chambord, là. Tu sais, on le voit très bien. Totalement. La scène, alors on a une page complète au Salon du Livre de Montréal. Je veux dire, on regarde cette page-là. Ouais. C'est une page qui s'est faite en plusieurs heures, là. Ben, ça, ce genre de page-là, le full page, ça fait partie un peu de mes techniques narratives. C'est que j'aime bien situer le lecteur. J'aime bien dire le sonner puis dire ding dong, là on est là, t'es au Salon du Livre, je vais te montrer c'est quoi le Salon du Livre. Je vais faire un one shot là, puis après ça je vais pouvoir recadrer plus proche, mais là je vais te dire c'est quoi le Salon du Livre de Montréal, c'est ça là, c'est une espèce de souk incroyable avec plein d'affiches, puis il y a du monde, puis c'est une fourmilière. Là c'est sûr, ça prend 4 jours à faire, là, tu sais, c'est long. Ouais, mais le décor est planté, là. Ouais, j'ai fait la même chose dans Paul dans le Nord. Une année, on est à la veille des Olympiques, on est à l'été 75, le stade est pas fini, le mât est pas fini. Là, il fallait que je montre au lecteur. J'ai fait une one-shot deal, une pleine page, là, voici où est rendu le chantier de la construction du stade olympique. Là, c'était long, ça à faire, là, des milliers de maisons, puis tout, là. C'est drôle aussi parce que, là, tout à coup, pour la première fois, dans la séquence où tu es au Salon du Livre, auteur, ouais. Ben on voit l'équipe de la pastèque. Ouais, là, tout à coup, la fiction et la réalité. Ben là, c'est ça, là, tu sais. Par exemple, moi, j'ai trouvé ça très drôle de voir Martin dans une case. Il est pareil. Ouais, ah oui, non, mais c'est tellement ça, en plus, c'est tellement Martin. Donc, mais c'est un album, moi, je dois te dire, Michel, quand je t'ai contacté après avoir terminé la lecture. Oui, puis ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai beaucoup aimé ton feedback parce que, tu sais, on est tellement tout seul là-dedans, là, des années, tu sais, c'est 2 ans et demi de travail, mais ça a été commencé en 2016. J'ai des notes de 2016 là-dessus, tu sais, puis bon, Yann, que c'est long à coucher de ça. Maintenant, tu sais plus qu'est-ce que t'es en train de faire, tu sais même plus si c'est bon, tu sais plus rien, là, tu sais, t'espères que ça va être bon, t'as l'impression que c'est bon, tu le relis, tu dis, c'est juste moi qui trouve ça correct, ou ben non, là, ce passage-là, évidemment, il y a beaucoup d'ajustements, de tractation. Des fois, j'enlève des pages, j'ai enlevé des pages au complet. Tu sais, c'est comme, c'est très difficile d'avoir du recul, là. Souvent, il faut le laisser, tu sais. Le mieux, c'est de partir 2 semaines en vacances. Là, tu l'ouvres, bing, tu le regardes en revenant. Là, t'es un lecteur impitoyable. C'est tough, là, tu sais. Mais tes commentaires, tes commentaires m'ont dit, je suis pas mal, je pense que les trucs que j'ai préparés fonctionnent. C'est un album qui est très, très étonnant. Moi, j'ai été profondément ému à la sortie de cette lecture-là. C'est sûr que moi, comme homme dans la quarantaine, et je vis une crise à plusieurs niveaux, donc évidemment, je me suis beaucoup identifié. Ouais. En même temps, il y a une charge émotive dans cet album-là. Il y a une mise à nu. Il y a une connexion au cœur direct. En même temps... Il est pas de bonne humeur, tu sais. Oui, mais en même temps, on est par moments... Il y a de très, très grands éclats de rire. Ouais. Cet album-là va susciter de très, très grands éclats de rire. Oui, parce qu'il y a tout le comic relief. Là. C'est comme moi, je me disais, si je raconte l'histoire linéaire de ce gars-là, je veux dire, on va se retrouver à la page 50 puis on va avoir envie de se tirer une balle. Fait que ça prend du comic relief, ça prend des pages rigolotes. Puis là, je me disais, là, c'est le temps de parler, justement. Bon, tu sais, déjà, la mère de Paul s'en va. Il y a toute une introduction au début, il y a un diaporama de plusieurs pages sur la mère de Paul, parce que je voulais présenter cette madame-là. D'abord, je voulais faire un hommage à ma mère. J'en ai jamais parlé, presque. C'est vrai que c'est un personnage, contrairement à ton père, qui était beaucoup moins présent. Mon père, tu sais, mon père, c'est comme... Puis là, je parle de ma mère, mais en même temps, tu sais, je pense que tu peux voir la relation que j'avais avec elle. C'était pas chummy. C'était une madame légèrement froide, là, tu sais, elle se mettait jamais à 4 pattes pour jouer, elle jouait pas tellement avec moi, tout ça. Fait que moi, j'ai dit, je vais la présenter telle qu'elle, avec la tendresse que j'avais pour elle, mais, tu sais, je peux pas aller plus loin, là. Je présente cette femme-là comme elle était. Je raconte sa vie vraiment en diaporama très rapide, ça avance, là. Tac, à coup de 5-10 ans. Ça, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner dans mes souvenirs, puis de présenter ma mère, puis de faire une espèce de diaporama rapide de sa vie. C'est ça, c'est un des fils conducteurs de l'album. Paul accompagne sa mère, mais c'est assez dark. Puis Paul est seul aussi, il est séparé, il est désorienté. Il a changé aussi le personnage, il est plus gros, il a une barbe, il est un peu négligé, il mange directement dans les cannes de Chef Boyardee, il écoute les belles histoires des pays d'en haut pour se rassurer, il est un peu isolé, il était pas un peu isolé, pas mal isolé, Il y a ses petites crises anti-technologie, il y a les téléphones,
tu sais, c'est ça. Il s'entend pas très bien avec son voisin, etc. Mais il y a quand même toujours un peu... Bon, puis un moment donné, il se met à faire de l'apnée du sommeil. Fait que je me dis, tiens, parlons donc de ça peut être drôle. Je pense pas que les gens en aient entendu parler tant que ça en bande dessinée. Et ceux qui souffrent d'arracher une dent, tu sais. Mais l'apnée du sommeil, c'est une séquence que j'ai trouvée extraordinaire. Parce que quand on en souffre de ça, c'est vrai que c'est un peu... les non-initiés ont aucune idée de c'est quoi. Et ta façon, par exemple, de raconter ça, j'ai trouvé ça tellement ludique, drôle. Oui, c'est ça. J'ai fait quelque chose je sais que tu fais des trucs comiques avec ça, tu sais. Moi aussi, en fait, il y a 3 affaires médicales là-dedans. C'est comme il faut qu'il se fasse mettre un implant. Fait que ça, il va chez le dentiste, se fait poser un implant. Fait que j'ai fait un genre de page rigolote avec ça. Ça vient aussi un peu mettre un peu de sucré dans la lourdeur du récit, là. Parce que quand on tombe sur ces pages-là, on se dit, OK, l'auteur est pas en train de se pendre. Il y a pas le nœud autour du cou. Il est capable de faire des affaires drôles, tu sais. Il y a encore de la bonne humeur là-dedans. Fait que c'est ça, là. Ça m'a beaucoup fait penser à du Franquin. Toutes les séquences. C'est le fun, oui. Ça. Tu vois, par exemple, là, tu te souviens dans QRN, lorsque Fantasio est en robe de chambre avec son saucisson. Oui, il porte des chaussures trop petites. Ah, oui. Et Dr. Killikil passe les ongles sur l'ardoise. Il va pas bien, le Fantasio. Et pour moi, il y a une séquence, c'est bon, ça. Oui, où je me disais, mon Dieu, on dirait que là, tout à coup, Paul a traversé du côté de Franquin. Il y a vraiment des séquences comme ça. Ou alors, pour moi, Paul, dans Paul à la maison, c'est Tintin devient Haddock. Il y a quelque chose de... c'est bon, ça. Ouais. Peut-être, oui, tu tapes un point, là. C'est vrai que, tu sais, là, on arrive avec, on tombe sur son dark side, là, tu sais, en fait, je pense qu'il sourit pas de l'album au complet. Je pense qu'il y a pas de sourire, sauf à l'ultime fin, il y a un mini sourire sur le visage. Mais il est grognon, tu sais, mais il est grognon, tu sais, c'est pas outrancier, je veux dire, on comprend bien qu'il est rendu là. Tu sais, c'est sûr que quand tu divorces après 30 ans de mariage, puis tu te retrouves tout seul dans une maison, t'es désorienté, puis il est en période d'ajustement, là, si on peut dire, tu sais, il est en train de se demander, dans le fond, qu'est-ce qui m'attend, là, tu sais, qu'est-ce qui m'attend. Puis je trouve la couverture parle beaucoup de ça. Il regarde par la fenêtre. Il est en dedans, donc il est un peu coincé dans sa maison, on le voit en silhouette, il regarde à l'extérieur. Dans le livre, c'est une des scènes où sa fille s'en va, parce que sa fille s'en va vivre en Angleterre, fait que tout lui glisse sous la main, je veux dire, et son couple, et sa fille, et sa mère, c'est des deuils, ça, là, c'est bing, 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 c'est des deuils qui arrivent. Même l'apnée du sommeil, c'est une sorte de deuil dans ma vie, parce que, tu sais, comme, je peux plus aller camper sous la tente, comme ça, sur le fly, ou, tu sais, dormir, c'est rendu compliqué, tu sais, des trucs comme ça. C'est un genre de petit deuil aussi, là, tu sais. Donc, c'est ça, il y a des puis en plus, si j'étais allé jusqu'au bout de l'exercice, mon père est décédé également dans ce livre-là, tu sais, fait que je voulais tellement pas assommer le lecteur, c'était trop. Tu sais, je veux dire, c'était des années horribles, excuse-moi, c'est un 5 ans de deuil, là, tu sais, fait que... Mais en même temps, ton grand talent, ton génie, justement, c'est de réussir à livrer un album qui est vraiment étonnant, qui détonne du reste de la production, qui détonne, oui, mais qui en même temps s'imbrique totalement dans la continuité. Et c'est pas forcé, c'est ça qui est sorti. Non, et je pense que les 8 précédents albums auront préparé l'avenue de ce Paul à la maison, là. Ouais, écoute, c'est ça. Comme je te disais, pour moi, chaque album est un bloc. Je le vois comme une œuvre d'art. Je vois chaque album comme un bloc de marbre que je vais sculpter. Ding, 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 ding. C'est une petite œuvre qui tient tout seul. T'sais. Les livres sont pas numérotés, c'est pas pour rien. Ça se suit pas. Je sais pas comment je vais filer pour le prochain. Puis je me vois comme un écrivain. Je veux dire, comme, je sais pas moi, c'est Fred Vargas ou des trucs comme ça, ou des auteurs de romans, John Irving, tu sais. À chaque roman, c'est pas à suivre, là. C'est un bloc, c'est une motte, là, pis gars, une prière pour Owen, ça ressemble pas à Le Monde selon Garp. C'est pas loin. Oui, ça se passe au Massachusetts. Oui, on voit des affaires qui se passent. Oui, un gars qui fait de la lutte. Il y a tout le temps des trucs qui reviennent. C'est comme dans les livres de Simonon. Il y a toujours ses parents qui sont là, pas loin. Son père qui était gardien de château, il est pas loin. Même dans les Maigret, on sent des affaires qui ont rapport à sa propre vie. Mais c'est jamais le même livre. Puis je pense qu'on peut considérer... je sais même pas si on peut dire que c'est une série, Paul. C'en est une série? Peut-être, parce qu'ils ont le même format, 7,5 par 10, mais ils sont pas numérotés.
c'est un ensemble de livres à différentes périodes de la vie d'un personnage, tu sais, puis là, il file comme ça. C'est sûr que ça clash un peu avec pas un travail d'été, là, c'est moins Guilleret, mais le personnage est rendu plus loin. Si moi je suis rendu plus loin, puis moi aussi je veux, je veux avancer moi aussi dans mon art, là. Je veux qu'il se passe quelque chose, je veux monter une coupe de marche à chaque livre, je veux qu'il se passe quelque chose au niveau de ma satisfaction personnelle d'artiste, tu sais, je veux pas refaire pas un travail d'été, là. Je suis plus dans le mood pour ça, là. Là, je suis dans le mood pour parler d'aujourd'hui, tu sais, puis Dieu sait que les choses ont changé, puis là, tu sais, même que je me demande, calvaire, avec tout ce qui se passe au niveau de la crise climatique, puis tout ça, on peut-tu encore parler de nous-mêmes? Ben, c'est clair que c'est un album, oui, sur le deuil, mais sur la perte de l'innocence aussi. Exactement, ouais. puis ça correspond à ma propre vie aussi. J'ai perdu... Je vais pas avoir l'air dépressif, là, mais c'est comme, j'ai perdu une certaine joie de vivre, là, depuis, je sais pas, je dirais autour des années 2007-2008. Je l'ai senti venir, j'ai senti que j'ai piqué du nez, j'ai de la difficulté à remonter à la pente. J'ai jamais retrouvé l'espèce de bonne humeur innocente que j'avais quand j'avais 20 ans ou quand j'étais encore plus jeune. J'étais très, très naïf et, tu sais, wouhou, on y va, on fait ci, on fait ça. J'étais très comme ça quand ça, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, puis on le sent dans le livre aussi, là, le perte de l'innocence, oui. Tu sais, je veux dire, il est plus, on est vraiment terre à terre, là. Il prend l'autobus, il est avec le monde, il est dans le vrai monde, là, tu sais, puis il se fait pas d'idées, il y a pas de projet farfelu, il essaie de tenir le coup, tu sais, il est quasiment en survie là-dedans. La BD, dans le livre, il travaille sur une BD en 2011, il est en train de faire Paul au parc, dans le fond. On voit même sa documentation sur le tableau en arrière. Puis là, on voit que ça, là, d'ailleurs, c'est un des endroits où il sourit. Il sourit un peu parce qu'il est en train de dessiner. Il met une toune de Marie-Jo Thériault. Il est tout seul. Il y a la paix. Il y a son petit chien qui dort à côté de lui. C'est un moment de grâce, là. Tu sais, on peut dire pour lui, là, il y a un moment de félicité, là. Il y a un peu la paix. Ses problèmes sont pas avec lui dans le sous-sol. Il est tranquille, il est en train de faire ce qu'il aime, puis il est un peu en train d'oublier la vie, là. À la sortie de ma lecture de Paul à la maison, j'ai été frappé d'une sensation, celle que ce serait le dernier Paul. C'est pas une mauvaise sensation. On me dit que ça pourrait être une fin de cycle, c'est sûr que ça ressemble à une fin de cycle. Parce que où diable veux-tu aller... Je suis en train de donner un livre qui se passe hier, là, tu sais, là, c'est ça que j'ai fait, là. Ce livre-là, il se passe hier. Fait que, là, qu'est-ce que tu veux que j'écrive, là, tu sais, je parle toujours dans le même système. Dans ce système d'autofiction d'un gars qui raconte sa propre vie ben là, je pense que j'ai balayé pas mal d'un coin, en fait, là. Quelle sera la suite, je sais pas trop. Mais je veux pas trop parler de ça parce que je ne sais vraiment pas. Tu sais, au bout de 20 ans, là, je suis venu à repérer les feelings que t'as quand tu sors un livre. T'as une espèce de un petit down. Même quand tu ouvres la boîte, là, qui arrive de chez Friesens, là, l'imprimerie, t'as une espèce de down. Parce que là, il est tout parfait. En plus, il est parfait, il n'y a pas de défaut. Bon, écoute donc, ben, ok, ben, il est parfait. On va le mettre en marché. Mais là, mon fan est passé, là. C'est fini, j'ai fini d'y penser, j'ai fini de l'ajuster. Tu sais, je l'ai ajusté jusqu'à la dernière minute, j'ai changé des petits yeux. Cet œil-là pourrait être un peu plus grand. Il pourrait regarder un petit peu. Sa tête pourrait être un petit peu plus basse. Ce texte-là est peut-être de trop. Cette bulle-là est peut-être de trop. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça pourrait être... Tu sais, c'est comme... À la dernière minute, il y a eu des ajustements là, sur les films de noir. J'ai pas arrêté. Puis là, maintenant, c'est plus possible de faire ça. Il est terminé, puis là, tu fais comme... Bon, ben, ouais, OK, that's it. Je sais plus quoi faire, là. Donc, t'es heureux de cet album-là? Absolument. Ben oui, je suis heureux. Je suis heureux, tu sais. Mais je sais pas si je sais pas, ça va être pas la suite. Mais anyway, s'il y a une suite, tant mieux. S'il y en a pas, ben écoute, là, je ferai de la peinture à l'huile. Moi, je me prépare de toute façon à faire des natures mortes en dessous de mon carport, là, quand je vais être vieux avec un chapeau de paille. C'est ça que je me vois faire. Ah oui, hein? Ah ouais. Ça me dérange pas. Je vais m'acheter de la peinture à l'huile, ça va être drôle. C'est comme le père de Wallander qui dessine toujours la même toile, mais est-ce qu'il met le coq ou il met pas le coq? C'est super, ça. J'adore. Moi, je serais ce genre de peintre-là, tu sais. J'aime bien quand c'est toujours pareil, le même matériel. D'ailleurs, mes 9 albums ont été faits avec le même matériel. J'ai jamais changé de papier, j'ai jamais changé de format. Je suis bien pépère pour ça, là. J'ai trouvé les bons crayons. C'est 6 cases par page.
Je trace mes contours avec un Rapido Koh-i-Noor numéro 4. Les intérieurs sont faits avec un pinceau Winsor Newton numéro 3 avec de l'encre Koh-i-Noor. Tu sais, c'est comme, ça a jamais changé, puis je veux pas que ça change. C'est drôle, hein? Parce que Jimmy Beaulieu, qui célèbre lui aussi son 20e anniversaire. Jimmy, c'est un explorateur. Alors, Jimmy, c'est complètement l'opposé de ce spectre-là. Ouais, c'est un blotch. Bon, c'est un genre de blotch. Tu sais, Jimmy capable de fini crayon de bois, je vais avoir un crayon feutre. Fuck le crayon feutre, je fais de l'aquarelle. Fuck, genre, je vais prendre des crayons bic avec des feuilles mobiles. Moi, j'admire ça, j'aime bien ça, Jimmy, qu'est-ce qu'il fait là, c'est super. C'est un explorateur. Moi, au niveau de la forme, c'est arrêté depuis 20 ans. La forme s'est arrêtée il y a 20 ans. C'est un bonhomme en noir et blanc dans 6 cases, puis c'est ça qui se passe, puis ça dépasse jamais de la case, puis tous les livres ont 7,5 par 10. C'est même tellement tordu, mon affaire, que du premier album, j'avais déjà prévu il y a 20 ans que j'utiliserais toutes les couleurs primaires et secondaires jusqu'à la fin de la série. Le premier album est jaune, rouge, bleu, on est dans les couleurs primaires. Ensuite, on s'en va dans les couleurs secondaires, vert, orange, rouge, je sais pas trop, après, violet. Ouais. Après ça, il y avait plus rien à faire, j'ai commencé à griser. Paul au parc, plus foncé, Paul dans le Nord, encore plus foncé, Paul à la maison. Dans la logique, on est parti de jaune pétant, donc du soleil à la nuit. À la nuit. Si tu regardes la série, tu les mets tout à côté, c'est du soleil à la nuit. Puis le ton dans les albums est également du soleil à la nuit. Au début, il est c'est tellement naïf pour la campagne, tu sais. Puis pas le travail d'été, je veux dire, c'est le bonheur, il y a du soleil plein les pages. Puis ça, au fur et à mesure que la série avance, ça s'assombrit un peu. Jusqu'à Paul à Québec. Ensuite, les 2 albums transitionnels, les 2 albums tampons, Paul au parc et puis Paul dans le Nord, c'est des albums qui sont comme assez de bonne humeur parce qu'on est dans 2 albums tampons ici. Mais la vraie suite de Paul à Québec, c'est pas Paul au parc, c'est Paul à la maison. La vraie suite de Paul à Québec, c'est Paul à la maison. En fait, là, à l'âge adulte et tout ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Michel Rabagliati, pour la suite? Écoutez, je me souhaite d'avoir la santé, là, c'est plate à mort, ma tante, elle disait tout le temps ça. Tant qu'on a la santé, elle avait bien raison. Ben oui, hein, totalement. Oui, parce qu'avec ça, tu peux faire bien les affaires, tu peux faire du bicycle, jouer du piano, faire des dessins, tu sais, t'as pas trop mal au cou, tu sais, j'espère de pas avoir trop mal au cou et au poignet. C'est quand même dur pour le corps, faire de la BD. J'espère juste avoir quelques idées pour continuer à m'occuper, tu sais, puis avoir du plaisir, là, tu sais, c'est comme... en le fond, j'espère que ma vie pourrait peut-être s'en aller. J'espère que le prochain, il va être plus jaune. Ah oui, hein, retour de balancier, ouais. J'espère peut-être des couleurs un peu plus vives pour le prochain, pour l'intérieur et puis pour la couverture. Tu sais, peut-être que ce sera un album blanc, je sais pas trop. Genre peut-être que je vais voir la lumière, quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Écoute, là, je souhaite juste de continuer à travailler. Moi, c'est tout ce qui ferait mon bonheur. Michel, merci beaucoup d'être passé au micro de Vous avez dit BD. Je rappelle à l'auditoire que Paul à la maison paraîtra le 14 novembre prochain. Ce sera assurément l'album de l'année. Fouille-moi. J'ai même pas besoin de te fouiller, Michel. C'est un album, et là je le dis pas parce que t'es devant moi, je le dis et je l'assume. C'est un album extraordinaire. C'est un album qui nous va droit au cœur. C'est un album qui fera assurément beaucoup parler. Et encore une fois, Michel, félicitations. C'est de la très très grande bande dessinée. Puis c'est pas une question de chauvinisme là. Merci beaucoup. Donc, écoute, je souhaite à cet album-là une belle et longue vie. Moi aussi, je souhaite qu'on rencontre les lecteurs puis que les gens aient du plaisir. Mais ton feedback, je m'attends un peu à des réactions comme ça aussi. Je m'attends à ce que les gens le trouvent dark, mais quand même où ils ont eu du plaisir quand même. C'est captivant quand même, je pense. Même c'était le défi de faire quelque chose de captivant. Les films de Woody Allen m'ont beaucoup aidé à ça. C'est comme ces sujets sont souvent assez maigres, puis juste avec l'autodérision, puis tout ça, il fait avancer des histoires vraiment le fun. Il y a un ton Woody Allenesque que je trouve par petits bouts là. Qu'on retrouve. Ah, et totalement. Alors, Michel, bravo. Merci d'avoir été des nôtres. Et pour vous à la maison, écoutez, n'hésitez pas, lors de la sortie de l'album, à revenir nous en parler sur la page Facebook. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. À bientôt.